Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être là ce soir sur ce webinaire Monocle. N'hésitez pas à allumer vos caméras, qu'on puisse vous voir, qu'on puisse se voir. Tout d'abord, encore une fois, merci. Vous retrouverez donc sur ce call Charles, gérant fondateur de la structure, Maximilien, responsable des ventes, et moi-même, Maxime, qui l'épaule sur la partie commerciale. Donc, rapidement, nous concernant, le fonds est positif depuis le début de l'année, à plus 1,3% à la fin mai. Mais 2022 est clairement une année difficile. Et on a reçu plusieurs de vos questions d'ailleurs sur ce sujet, sur l'inflation, les marchés, les multiples et les valorisations de boîtes, auxquelles Charles et Maximilien vont répondre. Donc on pourra les prendre une à une à la fin, mais la vraie question que tout le monde se pose et celle par laquelle on va commencer, c'est comment gagner le match en 2022. Charles, je t'en prie. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venus ici nombreux ce soir. On est plus nombreux que d'habitude. C'est sympathique pour nous. Alors, 2022, effectivement, c'est une année difficile. Donc, comment gagner le match? Pour gagner une année difficile, on s'est inspiré de gens qui avaient gagné des matchs difficiles. Donc, derrière moi, là, c'est Mohamed Ali contre Georges Foreman en 1974 à Kinshasa. Donc, tout le monde sait que Mohamed Ali a gagné. Et comment il a fait pour gagner? Il a passé 8 rounds à attendre le moment opportun. Alors, il a fait des choses pendant ces 8 rounds, mais essentiellement, il a passé 8 rounds à attendre le bon moment en gardant ses réserves. Et une fois que c'était le moment d'agir, là, ça s'est passé très vite, il a agi et il a gagné le match. Et nous, on pense que pour 2022, c'est cette stratégie qu'il faut appliquer, c'est-à-dire qu'il faut attendre le moment opportun. Et la question, on en parlera plus tard aujourd'hui, est-ce que le moment opportun, c'est maintenant? Et ma réponse, c'est je ne crois pas. Ça peut être demain, d'accord? Parce que ces marchés sont très nerveux. Là, j'ai les écrans sous les yeux et ça bouge encore beaucoup ce soir. Mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. Pour donner un petit peu très rapidement comment ça se passe normalement, donc nous, notre philosophie, c'est qu'on est dans une bulle, somme toute, assez classique. Alors, on l'a écrit toute l'année 2021, on la voit par les valorisations, on la voit par les comptes d'ouverture de brokers, on la voit par plein de choses. Donc, on est dans une bulle classique. Et dans une bulle classique, pour donner un ordre de grandeur, si vous prenez la bulle de 2000, par exemple, que vous preniez les indices français ou américains, ça ne change pas grand-chose. Au lieu de parler de variation, on va parler de temps. Quand vous êtes venu au plus bas du marché de la bulle de 2000, c'était en avril 2003, vous êtes revenu au niveau de avril 97, c'est-à-dire 6 ans en arrière. Que vous preniez le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, c'est pareil. Donc, il faut reculer de 6 ans. Quand vous regardez la bulle de 2008, qui est une autre bulle, d'accord, avec d'autres facteurs, etc., mais in fine, en valorisation et en cycle financier, ça produit un petit peu le même genre d'effet. Le plus bas du marché, c'est en mars 2009. Et que vous preniez le CAC 40 ou le S&P ou le Nasdaq, vous revenez au niveau de mars 2003, 6 ans en arrière. On est où aujourd'hui sur le CAC 40? On est 6 mois en arrière. On est où sur le S&P, le Nasdaq? On est 1 an en arrière. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose en réalité. Donc, par cette métrique-là, vous voyez qu'on n'est pas forcément, qu'on a l'air loin du compte. Par une autre métrique qui est plus notre ADN à nous chez Monocle, c'est la valorisation. Alors, je ne veux pas vous embêter ce soir avec des calculs et rentrer dans les comptes des sociétés, etc. Mais nous, on a regardé une boîte comme Zoom, par exemple, qui est une belle boîte. On ne dit pas que ces boîtes sont des mauvaises boîtes. Zoom gagne de l'argent, c'est un très beau succès. D'ailleurs, la preuve, on se parle tous ce soir sur Zoom à 100 et c'est fantastique, on n'aurait pas pu le faire il y a quelques années. On ne critique pas la boîte. Mais la valorisation de Zoom, qui a perdu 70% depuis le début de l'année, même aujourd'hui, ce n'est pas donné. Voilà, ce n'est pas donné parce que Zoom a des gros concurrents, donc, qui sont Google et Microsoft. Donc, pardon, ce n'est pas des gros concurrents, des concurrents énormes, très difficiles à battre. D'accord ? Qu'on voit que son chiffre d'affaires est totalement stable, donc il n'y a plus de croissance depuis plusieurs trimestres, et qu'elle gagne un peu d'argent, mais pas plus d'argent. Et que cette boîte-là se paye encore 42 PE. Donc, c'est pas simple. Donc, on pense que pour 2022, la stratégie, c'est attendre. Il y a un moment où il y aura de grosses opportunités. Ce qu'on voit, j'aime beaucoup cette image derrière moi. Le moment où il a baissé sa garde, c'était une très grosse opportunité à gagner. Donc, on ne pense pas qu'en 2022, il n'y aura rien à faire. On pense qu'il y a un moment où il y aura beaucoup de choses à faire très bien. Et que là, on pourra acheter de très beaux actifs à des prix très peu chers, mais que pour l'instant, il faut attendre.
Merci Charles. Alors, vous avez été nombreux à nous envoyer des questions dans le formulaire auxquelles on va répondre maintenant. Et si vous en avez d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. Le but, c'est d'échanger. On veut que ce webinaire soit un échange et on répondra à toutes vos questions additionnelles à la fin. Alors, première question pour commencer. Quelles sont les sociétés qui s'adapteront le mieux à l'inflation? Charles, à toi. Alors, la réponse bateau, c'est celles qui ont du pricing power, donc qui peuvent évidemment augmenter leur prix sans que les clients s'en aillent. Un exemple historique qui m'a marqué sur ça, j'avais lu les mémoires de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike, et donc il démarre sa boîte à la fin des années 60 et l'explosion de Nike, c'est les années 70-80. Et donc lui, c'est un vrai entrepreneur qui ne s'occupe pas tellement de finances, mais il fait produire toutes ses chaussures au Japon. Et donc, même s'il vous parle plutôt de ses marques, de ses contrats de sponsoring, de ses athlètes, de tout ça, il vous parle aussi dans son bouquin plusieurs fois du yen. Parce que quand le yen monte beaucoup, lui, ça le pénalise beaucoup en tant qu'entrepreneur. Et donc ça, c'est un problème de financier qui le gêne. Il ne mentionne jamais le mot inflation. Alors qu'on se tape les années 70 et 80, l'inflation à 2 chiffres, il ne mentionne jamais le mot inflation. Pourquoi? Parce que comme Nike est une marque que tout le monde veut, lui, il dit, OK, les prix montent de 10, moi, j'ai qu'à monter mes prix de 15, et il fait des croissances de chiffre d'affaires de 30 ou 40 chaque année, dont une grosse partie est liée à l'inflation. L'inflation l'aide, en fait, et pour lui, ce n'est pas du tout une contrainte. Donc, les boîtes qui sont comme ça, qui ont du pricing power, sont très bien. À l'inverse, les boîtes qui n'ont pas de pricing power et qui n'ont pas de marque, exemple dans la distribution, on regardait la semaine dernière les résultats de Walmart ou de Target, c'est des gens qui disent l'inflation vient entamer une partie de nos marges. Voilà, donc les boîtes qui, elles, n'ont pas de marque sont beaucoup plus gênées par l'inflation. Merci pour cette réponse. Alors, deuxième question, une récession casserait-elle la dynamique inflationniste et se dirige-t-on vers une stagflation? Maximilien, à toi. Alors, c'est une question qui est absolument pas simple. Néanmoins, ce qui est relativement sûr, c'est que les banques centrales, elles en veulent une petite récession pour calmer la dynamique d'inflation dans laquelle on est. C'est ce que tout le monde appelle le fameux soft landing. Ça a l'air de se complexifier un peu quand même si on regarde les dernières statistiques qui sont sorties par exemple aux États-Unis. Mais néanmoins, nous, notre vue, c'est que on ne sait pas. C'est un sujet qui est très compliqué. Et ce qui me fait dire ça, c'est que par exemple, même les plus grands CV économistes de la planète, j'ai deux noms qui me viennent en tête là, c'est donc Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Réserve fédérale américaine, et Paul Krugman, donc ancien prix Nobel d'économie, s'y sont eux-mêmes trompés. Yellen, dans un interview à la télé hier, a dit que elle n'avait pas tellement pris la mesure des différents paramètres et donc que les chiffres étaient largement au-dessus de ce qu'elle attendait il y a quelques mois. Et Krugman a tenu à peu près le même discours il y a de cela quelques semaines. Donc, si même ces noms-là s'y trompent, nous, on ne prétend pas du tout avoir de vue. Et donc, je pense que ce qu'il faut surtout mettre en avant, c'est qu'il est important de gérer en conséquence dans un contexte très perturbé et avec peu de visibilité. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et question liée alors, avons-nous touché un plus haut sur le 10 ans US? Rebelote, je dirais qu'on ne sait pas, mais pour répondre très rapidement, on a de l'inflation qui est à 8% aux États-Unis, on a des taux longs qui sont à 3%, et donc de 3 à 8, ils ont encore beaucoup de marge pour monter. C'est tout ce que je dirais sur ce sujet. Très bien, alors on peut passer à la quatrième question, qui est: est-ce que les boîtes qui créent un émotionnel fort sur la planète, donc comme LVMH, Tesla, vont A, continuer à dégager de fortes marges, et B, continuer à être payées à des multiples élevés dans le contexte actuel? Charles, je te laisse y répondre. Alors, on est dans un système capitaliste, donc ce qui gagne beaucoup d'argent, ça attire beaucoup de monde, beaucoup de capital et beaucoup de concurrence. Donc, le leader incontesté de la voiture électrique, c'est Tesla, mais on voit beaucoup de concurrents arriver avec beaucoup de moyens. Et donc, est-ce que Tesla maintiendra ses marges? Est-ce que Tesla fera face à la concurrence? On ne sait pas. Et c'est plus difficile. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. On n'a pas de réponse oui ou non. Mais vous remarquerez qu'il y a plein de sujets sur lesquels notre réponse, c'est on ne sait pas. Et on gère en conséquence de ce qu'on ne connaît pas. LVMH, c'est différent. Dom Pérignon, c'est Dom Pérignon. Voilà, on peut changer, on peut faire plein de nouveaux champagnes, ce qu'on veut. Dom Pérignon restera Dom Pérignon. Donc, LVMH a une vraie position de leader, voire de monopole.
Normalement, quand on a une position un peu de monopole, ce qui vous ennuie, c'est l'antitrust. Mais en ayant bien regardé ce que font les régulateurs, je pense qu'ils se foutent complètement de savoir s'il y a un monopole sur les bracelets Tiffany ou pas, parce que ça ne touche pas l'ensemble de la population, mais un petit bout de gens riches. Donc finalement, on n'a jamais vu arriver aucun sujet d'antitrust sur LVMH. Donc je pense que sur LVMH, c'est nettement plus pérenne. Le deuxième point, est-ce qu'ils continueront d'être payés sur des multiples élevés? Alors d'abord, ce n'est pas du tout les mêmes multiples. Tesla est aujourd'hui payé 90 fois les résultats. Est-ce que c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, c'est énorme en fait. Voilà. Et donc c'est très difficile à justifier. LVMH est payé 25 fois, c'est un peu plus mesuré. Je ne dis pas qu'il faut investir sur LVMH, hein, mais il y a d'autres problématiques et nous, on est rentré sur LVMH, puis on est ressorti parce qu'on n'arrive pas à y voir assez clair. Sur LVMH, le point un peu qui nous gêne, c'est qu'il y a une très, très, très forte partie du chiffre d'affaires qui doit être entre 35% et 50% qui vient de Chine. Et la Chine est un pays qui est extrêmement imprévisible. En 2014, quand il y a eu un petit changement sur le comportement des Chinois, le VMH a pris une claque monumentale sur son résultat. Donc, c'est ce qui fait que nous, on n'est pas à l'aise avec cette ligne-là malgré ça. Tesla, c'est une très belle boîte avec une très belle réussite et des produits fantastiques. C'est très, très, très cher. Pour donner un exemple moins grave, mais d'une boîte qui a très bien délivré, c'est L'Oréal en 2000. L'Oréal, en 2001, 2002, 2003, 2004, a continué de faire des très bons résultats, d'avoir un très bon chiffre d'affaires qui croissait, des bons résultats qui croissaient. Mais ceux qui avaient acheté l'action en 2000, ils ont perdu 70% les 2 années qui ont suivi. Donc, payer un multiple très, très cher, c'est très, très dangereux. Nous, on dit toujours qu'on est des PIMS, c'est-à-dire qu'on est des petits investisseurs minoritaires. Et quand vous êtes un PIMS, vous ne pouvez pas agir sur la société, vous ne pouvez pas changer le management, vous ne pouvez pas changer la stratégie, vous pouvez juste, votre seul moyen de défense, c'est le prix que vous payez. Donc, il faut être ultra vigilant sur le prix qu'on paye. Dès qu'on paye un truc un peu cher, on est très, très à risque. Est-ce que Tesla est très cher? Tesla est hors de prix. Très clair. Alors, toujours pour toi, Charles, le retour des obligations est-il crédible dans le contexte actuel? Alors, la très bonne nouvelle pour ceux qui… Donc, nous, on doit avoir au moins la moitié du fonds en obligations. Donc, la très bonne nouvelle, c'est que les taux remontent. Donc, on va enfin pouvoir commencer à regarder autre chose que rien. Je rappelle que pour donner un exemple, quand LVMH est venu acheter Tiffany, ils ont émis des obligations. Je viens de regarder les coupons auxquels c'était émis. C'était 0,12% sur du 5 ans, je crois, et 0,37% sur du 20 ans. C'est-à-dire, ça, c'est ce que vous gagnez si tout va bien. Si jamais il y a un pépin, vous perdez 10 ou 20 ou 100, enfin, vous pouvez tout perdre, quoi, si jamais il y a un drame terrible. Donc, ça n'avait quand même à peu près aucun intérêt. Donc, le premier point important, c'est que les taux remontent, et ça, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième point important, c'est que les écarts, c'est-à-dire la prime qu'on met par-dessus ces taux, remontent aussi. C'est-à-dire qu'une obligation un peu à risque, il y a 2 ans, vous gagniez votre rendement, c'était 2% si vous la preniez. Donc, ce n'était vraiment pas terrible par rapport au risque. Aujourd'hui, ces 2 sont devenus 5. C'est-à-dire qu'il y a la hausse des taux et la hausse de l'écart. Donc, ça devient un peu plus intéressant. Mais on passe ça au peine fin tous les matins. On voit pas encore arriver beaucoup de noms. Le point, par contre, auquel il faut faire attention, c'est que les taux remontent. Et quand les taux remontent, d'accord, si vous avez des obligations qui sont à des échéances longues, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, vous pouvez perdre beaucoup. Ça veut dire quoi, perdre beaucoup? Ça veut dire que si vous avez acheté une obligation Google qu'ils ont émise, donc là, c'est un exemple réel, hein, Google a émis une obligation en août 2020, je crois, vous avez perdu 25%. C'est rien passé de grave sur Google, hein, Google va très bien, etc. Apple a émis une obligation en 2021, pareil, à 20 ans, vous avez perdu 20%. Et alors, l'exemple de summum, le gouvernement autrichien, donc là, on parle d'un État, d'accord, l'Autriche, qui va très bien, qui n'a pas de problème, a émis une obligation à 100 ans, et là, vous avez perdu 50%. Donc, le problème, c'est que dans un cycle de taux haussier, et comme l'a dit Max tout à l'heure, on ne sait pas où va s'arrêter ce cycle, on ne sait pas ce qui va se passer. Si les taux montent beaucoup, d'accord, on sait que l'inflation est à 8, qui donne quand même un petit peu le genre de niveau où on pourra aller. Si on va par là, si vous avez des obligations longues, vous allez vous faire très mal. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, dernière question, ça vire au massacre sur le Nasdaq, moins 40% Zoom, moins
45% pour Uber, moins 50% pour PayPal, moins 70% pour Netflix et Snap depuis le début d'année. Alors Charles, la question que tout le monde se pose, c'est rebond ou pas rebond? Alors, en anglais, il y a une expression qui s'appelle le dead cat bounce. Donc en anglais, ça passe bien. En français, on dit le rebond du chat mort. Ça le fait beaucoup moins. Ça a l'air plutôt d'être le titre d'un dessin de Rézère. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que, comme je le disais un peu au début, si on regarde, voilà, par exemple, en cycle de temps, on n'a pas du tout reculé à des niveaux, assez d'années en arrière pour avoir vu une fin de marché. Si on regarde en valorisation, je prenais les exemples de Zoom, mais je peux regarder les exemples de, par exemple, Snapchat. Si vous voulez, on me dit est-ce que Snapchat, après la claque monumentale que ça a pris, ça a quand même perdu 40% de sa valeur en une seule séance, c'est assez rare. Hein. Est-ce que c'est la valeur est bien? Le problème, c'est que Snapchat, ça a perdu de l'argent tout le temps, tous les trimestres, tout le temps, ad vitam. Donc, je ne sais pas si à un moment ils vont réussir à en gagner ou pas, mais ça va être compliqué. Le point, et qu'est-ce qui se passe derrière dans le changement de comportement? Vous avez Dan Korachowski, le patron d'Uber. Donc, Uber a perdu un argent fantastique les 10 dernières années, qui là vient de dire, maintenant l'objectif, c'est plus la croissance, c'est de générer de l'argent. Donc, sa phrase, il disait, donc on va suivre les coûts avec une vigilance extrême et on considérera chaque embauche comme un luxe. C'est-à-dire que où vous avez dans un exemple de boîte qui gagne beaucoup plus d'argent comme Facebook, Mark Zuckerberg qui vient et qui dit il y a eu un espèce d'effet extraordinaire pour notre business fantastique du Covid, cet effet est fini, il est terminé, il est derrière nous. Maintenant, il faut qu'on gère la suite de cet effet-là. Et donc, on va faire attention aux coûts, on va être vigilant, on va réduire un peu l'investissement qu'on fait dans la métaverse, etc. Donc, quand tous ces gens-là qui étaient avant à fond pied au plancher commencent à dire on va freiner parce que maintenant l'idée c'est plutôt d'essayer de traverser la période difficile qui arrive devant plutôt que de faire croissance à tout prix, ça ne va pas dans le sens de valorisation qui monte sur le Nasdaq. Donc, je reste, et on est tous d'accord chez Monoc sur ça, nous, on pense qu'on va finir plus bas. Et que là, il faudra y aller plus bas. Voilà. Je reprends mon image derrière. On est au 4e round. Il a attendu 8 rounds. Très bien. Très bien, très bien. Merci Charles. Alors maintenant, c'est à vous de vous exprimer. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut faire de cet échange, de ce moment un échange. Donc, on peut soit prendre des questions si vous en avez que vous pouvez poser dans le chat sur la droite de votre écran. Et si vous voulez prendre la parole, vous pouvez tout à fait y aller. Vous avez juste à vous démuter et on vous écoute et on sera très heureux de vous répondre. Donc, si vous avez des choses à nous dire, c'est le moment. Qui se lance? Ludovic, sûrement. Je vois Ludovic en bas. Ludovic, je suis sûr qu'on aura des questions pointues et techniques. Alors, tu es sur mute, Ludovic. Ah oui. Oui, bonjour à tous. Non, t'es à froid et tout froid à froid, donc je suis pas du tout prêt, mais j'aurais quand même une question, puisque ça fait, c'est de savoir quel est votre taux d'exposition aujourd'hui en fait dans ce contexte du coup. Toujours très bas, mais concrètement, c'est combien? Alors, Le taux d'exposition aux actions, je veux dire. Alors, notre taux d'exposition, je vais te répondre très précisément en reprenant le portefeuille de ce matin. Mais il est effectivement assez bas. Donc, on a 30% d'exposition brute, c'est-à-dire qu'on détient le fonds investi sur 30% d'actions. Et on a toujours notre couverture à la baisse sur le marché américain qui fait 25% à peu près. Donc, notre exposition nette est de 6%. Voilà. Donc, je reprends toujours mon exemple de Mohamed Ali. On a la garde levée et on attend parce qu'on pense qu'il y a encore des mauvais coups à prendre. Quand vous regardez les actions, nous, on regarde moins les indices, on regarde plus les titres une par une. Je ne vais même pas parler de valorisation, mais juste de niveau d'évolution des cours. Il y a beaucoup de cours où on est assez proche des plus bas, c'est-à-dire qu'on reste sur des niveaux très tendus. Il faut retenir que les marchés, au-delà de tous les thèses économiques, etc., de dévalorisation de ce qu'on veut, c'est des acheteurs et des vendeurs qui se rencontrent et qui discutent. Voilà. Si on est à des niveaux où tous ceux qui ont acheté dans les 12 derniers mois ont commencé à perdre de l'argent, un peu d'argent, beaucoup d'argent et qu'ils ont peur, d'accord, il y a plus de pression sur la baisse. Donc, nous, on voit tous ces cours qui sont assez proches des plus bas et qui sont encore à des valorisations un peu extrêmes.
Donc, on pense que pour l'instant, il est bien de garder une position très prudente, donc une exposition nette très prudente. Donc, ce que tu dis, c'est que les plus bas vont lâcher et que derrière, ça va accélérer, en fait. C'est ça ce que tu veux dire. C'est ce qu'on pense. Moi, je Ouais. donnais un petit indicateur simple pour ceux qui ne veulent pas suivre tout le marché. Alors, il est un peu caricatural, mais je pense qu'il donne bien la tendance. Une société comme GameStop doit valoir 0, enfin en tout cas moins de 20 $. Voilà, elle en vaut 120 aujourd'hui. Donc, elle est assez volatile et on voit que les gens s'épuisent parce que le cours est maintenu artificiellement uniquement par des gens qui sont venus l'acheter du marché particulier américain. GameStop n'a aucun business plan, aucune chose factuelle à laquelle s'accrocher. Ils n'ont pas de vaccin sur le Covid, ils n'ont pas de système dans le cloud qu'on ne comprendrait pas, ils n'ont pas de voiture électrique, ils n'ont strictement rien. D'accord ? Donc, ça ne tient que sur ça. Donc, je l'ai vu, par exemple, jeudi et vendredi reprendre 50%, puis elle est en train de les reperdre aujourd'hui. Donc, les gens s'usent petit à petit, mais in fine, pour jouer ce jeu, il faut des réserves. Or, les gens qui sont venus acheter, alors nous, on a vu une statistique qu'on trouve la plus parlante sur cette bulle, c'est les ouvertures de comptes de particuliers aux États-Unis qui ont explosé avec le Covid, en mars 2020, et qui ont atteint des niveaux totalement stratosphériques avec l'échec du gouvernement Biden en février, mars-avril 2021, et qui sont mécaniquement devenus le plus haut du marché sur toutes ces valeurs-là, type Rivian, par exemple, pour redonner des chiffres en tête, Rivian est une boîte qui était valorisée 100 milliards de dollars il y a un an en ayant produit 0 voiture. Donc, c'était le genre de logique dans laquelle on était. Donc, tout ça, c'est terminé, mais on n'est pas encore arrivé en bas. Donc, je pense qu'il y a un moment où les choses vont craquer, d'accord ? Ces gens, et pourquoi est-ce que, et pour que ces gens rachètent GameStop, il faut qu'ils mettent de l'argent frais dedans, mais ils ont de moins en moins d'argent. Beaucoup sont venus jouer avec de la marge pour gagner plus, et on voit les comptes de marge qui commencent à baisser. Donc, et somme toute, cette histoire-là, on l'a déjà vu plein de fois, en fait. On l'a vu en 2000, on l'a vu en 2008. Chaque fois qu'il y a une bulle qui se résorbe, elle se résorbe un peu de la même manière. Et ça se fait par cycle, c'est-à-dire c'est d'abord les plus petites et les plus fragiles qui baissent et qui vont au tapis, puis c'est un peu plus grosse, puis c'est les dernières. Voilà. Et quand vous avez eu ce cycle sur les trois types de valeurs, et que vous avez fini par les grosses, là, vous êtes parti pour redémarrer. Voilà. Donc, c'est mars 2009 ou c'est 2003. Une différence aujourd'hui, dans les deux cas que je viens de citer, on a des banques centrales qui n'avaient rien fait avant et donc qui avaient de la marge de manœuvre, qui pouvaient baisser les taux et faire des mesures pour accompagner. Là, malheureusement, on a des banquiers centraux qui se sont retrouvés coincés et qui vont devoir faire non seulement pas accompagner, mais aller dans l'autre sens. Parce qu'eux, il faut qu'ils montent les taux pour gérer le problème d'inflation. C'est ça qui nous rend un petit peu plus inquiets dans le contexte actuel par rapport aux crises précédentes. Et je vois qu'on a une question sur le baril de pétrole. Alors, effectivement, qui va bientôt toucher les 120 $. Un commentaire, je dirais qu'on n'a pas du tout de vue sur ce qui se passe sur les matières premières. Ce n'est pas un marché sur lequel qu'on suit de manière assidue, parce qu'on n'y est pas tellement exposé. Néanmoins, moi, je pense que la seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'en tout cas, ça ne va pas du tout dans le sens d'une inflation qui se calmerait. Et donc, Charles parlait juste avant des Uber, Facebook, Google, toutes ces sociétés qui vous disent qu'aujourd'hui, elles vont devoir se concentrer sur leurs coûts et que maintenant, l'ère de l'argent gratuit étant terminée, ça va être plutôt la bottom line, la ligne de profit qu'il va falloir suivre. En tout cas, un pétrole à 120 $, ça va plutôt dans le sens de coûts qui augmentent. Donc, c'est un paramètre, je pense, qui est à suivre parce qu'il n'est pas tellement… il pèse pas dans la balance des pour, en tout cas, de notre côté, quoi. Alors, de mon côté, j'ai reçu une autre question qui est la suivante. Donc, négatif sur les actions, vigilance sur les obligations, surtout long terme. Sur quels actifs ou UC conseillez-vous 1. D'investir pour de nouveaux versements et 2. De sortir ou arbitrer, surtout pour des investissements de moins de 12 mois, donc qui sont en négatif. Et 3. Vers où sécuriser les plus-values. Alors, en tout cas, il y a un point auquel il faut être attentif, à mon avis, aujourd'hui, dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps et dont en chaque moment d'euphorie, on n'en parle plus, et à chaque crise, on le redécouvre, c'est la liquidité. La liquidité, c'est à quel niveau vous pouvez vendre quel titre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder dans ces investissements, regarder ce qu'on a et se dire, OK, si les choses vont mal, est-ce que ça, je pourrais le liquider au prix qui est marqué à ce niveau-là? Voilà, si vous avez des
petites actions, parce que les volumes sont de plus en plus bas. Il faut savoir que dans le monde de la finance, tout évolue plutôt dans le sens, il y a plus de choses, il y a plus d'acteurs, il y a plus de fonds, il y a plus d'actifs, il y a plus de ce qu'on veut, mais il y a moins de volume. Donc, ça devient vite assez compliqué de passer des lignes. Nous, on est un fonds petit, d'accord, mais je vois que sur des petites valeurs françaises de quelques milliards d'euros, quand vous voulez passer 1 million d'euros de titres, ce n'est pas si facile que ça. Dans les marchés, pas de crise. Donc, s'il y a une vraie crise, d'accord, il y aura des choses qui seront difficiles et je pense qu'il faudra, et là, on découvrira la liquidité. Donc, je pense que dans vos investissements, il faut regarder s'il y a des risques de liquidité ou pas et se poser la question. Le deuxième, c'est qu'on va rentrer dans des temps, moi, je pense, un peu troubles. Et ce n'est pas un hasard, par exemple, si une boîte comme Madoff explose en décembre 2008. C'est que c'est au moment où il y a des crises que les choses qui ne pouvaient pas tenir sautent. Donc, je pense que c'est un bon moment maintenant, avant que ça… En tout cas, on n'est pas sûr, évidemment, qu'il va y avoir une crise majeure. Mais en tout cas, il peut y avoir des grosses secousses financières. La probabilité paraît nettement supérieure à 0. Et donc, je pense que c'est un bon moment de scanner ses portefeuilles et de se dire, est-ce que je suis bien à l'aise avec toutes les stratégies que j'ai? Est-ce qu'il n'y a pas de choses qui me paraissent trop compliquées ou que je maîtrise moins bien pour être sûr qu'on a des investissements avec lesquels on est à l'aise et clair avec le risque qu'on a? Où est-ce qu'on peut aller mettre son argent? Je ne vais pas vous dire chez Monoc, mais je le pense, en tout cas, moi, le mien est dedans, parce que pour en revenir à l'image qu'il y a là, dans toute crise, il y a des grosses opportunités, par contre. Donc là, il faut les prendre et les saisir vite. C'est-à-dire que le problème, c'est que si en mars 2009, vous ne rentrez pas dans le marché et puis que vous passez 5, 6, 9 mois à voir le marché monter et que vous rentrez en 2010 ou 2011 au top, vous reprenez une deuxième claque en 2011. Donc, les opportunités, nous, par exemple, en mars 2020, on n'avait pas du tout d'obligations, parce qu'on pensait qu'il n'y avait rien à faire au début mars. Et puis, quand le Covid est venu taper, on a rempli toutes nos poches obligataires en à peu près une vingtaine de jours. Parce que là, il y avait beaucoup de choses, il fallait aller très vite pour les prendre. Et la fenêtre d'opportunité s'est refermée très vite. Donc, je ne sais pas si on aura le même contexte là, mais il faut être en tout cas opportuniste. Bon, évidemment, pour faire ça, il faut avoir du cash libre. Nous, on a beaucoup de liquidités. Si vous étiez tout investi au 1er janvier 2022, c'est une stratégie qu'on ne peut pas appliquer. Alors après, si vous étiez totalement investi et que vous avez des choses qui ont beaucoup baissé, je pense qu'il est temps de regarder un petit peu ce que vous avez dans vos portefeuilles. Une des mauvaises nouvelles pour beaucoup des petites sociétés du Nasdaq qui valent 10-20 milliards, je ne sais pas si des noms comme Peloton, le roi des vélos de sport, là, dont on a parlé plusieurs fois, vous parlent, ou des gens comme Beyond Meat, ou des gens comme DocuSign, dont on sert pour signer un document, par exemple. Beaucoup de ces sociétés ont émis des obligations convertibles au top de la bulle, c'est-à-dire il y a 1 an. Quel est le problème pour les actionnaires? C'est que quand les choses deviendront vraiment difficiles, ce sont les gens qui ont la dette qui vont prendre les manettes et récupérer la boîte, et les actionnaires auront 0. Peloton, par exemple, est une société qui vient d'emprunter à peu près $1 milliard. D'accord? Donc, elle augmente sa dette parce qu'elle a besoin d'argent et elle ne sait pas comment s'en sortir. Et donc, ce $1 milliard, il faudra bien le rembourser. Et ça s'ajoute aux dettes qu'elle avait déjà prises avant. Et là, il ne restera pas grand-chose pour les actionnaires. Je le mentionne parce que c'est un point qui n'existait pas en 2000. En 2000, toutes les points com, elles avaient que du capital et il n'y avait pas de dette. Le marché de la dette leur était fermé. Là, les gens étaient tellement désespérés de trouver quelque chose pour faire un tout petit peu de rendement à cause de la politique de zéro des taux d'intérêt des banques centrales, que beaucoup de gens se sont mis à prêter de l'argent à toutes ces sociétés qui n'avaient pas des business models établis. Donc, en bas, ce sera malheureusement plus dur pour les actionnaires de ces sociétés-là. Donc, je ne pense pas non plus que la stratégie de faire l'autruche sur des petites lignes qui ont perdu 50% soit forcément la bonne. Oui, vas-y, Maximilien. Non, alors je voyais également qu'on avait 2 questions supplémentaires dans le chat. Une autre sur les matières premières, donc sur le cuivre. Moi, je pense qu'on n'a pas de vue du tout sur le cuivre parce qu'on suit ça très peu. Néanmoins, pour faire un petit parallèle peut-être, on a vu aussi des choses très particulières se passer sur le marché des matières premières. On a vu les cours du gaz exploser avec énormément de volatilité. On a également vu des choses comme un flash crash il y a 2-3 mois, par exemple, sur un actif comme le palladium. Alors, c'est sûrement plus niche que le cuivre, c'est vraiment des choses qu'on suit. Mais en tout cas,
voilà, il se passe des choses un peu particulières sur ce type de marché. Donc, nous, ce n'est pas du tout des classes d'actifs sur lesquelles on investit. On n'a pas de vue précise. Mais en tout cas, voilà, il se passe des choses un peu particulières. Et ensuite, donc, sur l'autre, donc, sur le fait qu'il est effectivement compliqué de savoir où seront les points bas pour investir, réinvestir, etc. Je pense que c'est complètement vrai. Et nous, ce qu'on voit, c'est que en plus, effectivement, de faire ce travail de valorisation et donc de savoir à quel niveau les sociétés seront à des prix qui semblent plus cohérents, nous, ce qu'on pense, c'est que dans ce phénomène de dégonflement de bulles, le marché a une espèce d'inertie qui fait qu'on devrait passer plus bas que les valeurs voilà, un peu justes avant que ça remonte. Parce qu'on va avoir cette espèce de… En fait, le marché devrait casser cette espèce de plancher à laquelle les valos seraient plus cohérentes, puisqu'on a cette forme d'inertie qui vient avec tout ce qu'on mentionnait avant, c'est-à-dire les particuliers qui, quand se mettront vraiment à paniquer, et là on commence à en voir les prémices, finiront par jeter vraiment tout. L'effet de levier qui a tout tiré à la hausse, qui devrait tout tirer, mais amplifier les mouvements à la baisse. Donc voilà, nous, le point n'est pas simple, et je pense qu'il est important de bien avoir notion que le plancher pourrait être cassé. Ce que veut dire Max, c'est qu'il y a des choses qu'on va nous valoriser à 100, qui vont atteindre 80, qui sont peut-être pas loin aujourd'hui, mais on ne se précipite pas pour les acheter parce qu'on pense qu'il y a une probabilité non nulle pour que demain, on les voit afficher à l'écran à 50 en fait. Donc on ne veut pas rentrer tout de suite parce qu'on pense qu'il y aura des opportunités plus importantes si on est un peu plus patient. Et alors je vois la question, donc investir. Moi, je pense que ça ne peut pas se jouer au niveau du marché en global. D'accord ? On ne peut pas savoir à quel moment on rentre. Quelqu'un comme Buffett, qui a un track record extrêmement impressionnant, je me rappelle très bien qu'il avait dit qu'il fallait re-rentrer. Il avait écrit un grand papier en octobre 2008. Bon, entre octobre et mars 2009, ça a dû perdre encore 40%. Donc, jouer le moment précis, c'est très compliqué. Par contre, société par société, tout ne se joue pas en même temps. Et il y a des choses qui peuvent être très intéressantes à acheter avant d'autres. Une petite boîte .com, pas très connue à l'époque, mais qui était descendue très bas en 2001 ou 2002 et qui était une très bonne opportunité à acheter, c'était Amazon. Donc celle-là, elle a été descendue avant certaines autres parce qu'elle était plus petite à l'époque, parce que les gens ont fini par tous la balancer, ils ne voulaient plus entendre parler. Et puis à ce moment-là, elle valait vraiment pas grand-chose et c'était intéressant. Donc je ne pense pas qu'il y a de réponse globale sur le marché, il y a des réponses ligne par ligne. Et comme c'est les petites qui baissent les premières, ce seront les petites qui seront les plus intéressantes en première, puis les plus grosses. Parce que vous avez quand même le flux qui prend d'abord les petites et qui se reporte après sur les plus grosses et encore les très grosses. Donc je pense que les Apple, Microsoft seront les opportunités en dernier et les Zoom, etc. seront les opportunités en premier, mais pas au prix d'aujourd'hui. Alors, peut-être que vous avez d'autres questions à l'oral, peut-être cette fois-ci ? Oui, bonjour, c'est Henri-Jean. Petite question. Bonjour Henri-Jean. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Merci pour tout ce que vous faites, c'est vraiment super. Alors, vous avez intitulé votre email pour le conf call Urgence Marché. Donc, moi, je m'attendais, oh là là, ils vont nous sortir un Black Swan ou un truc. Alors, en fait, sur les points bas, moi, je suis bien d'accord avec vous qu'on n'y est pas et que les analystes, il faut qu'ils révisent 2023, qu'on n'est pas au plus bas sur les PE, etc. Mais il y a des choses dont on ne parle pas trop, en fait, c'est que la grande différence par rapport à 2008, c'est qu'on a quand même des ratios de dette sur PIB pour les États qui sont très forts avec des taux d'intérêt, des taux de financement qui vont exploser. Donc tout ça, ça va nous amener quand même à un rejet de l'État, de l'administration, je pense, au sein de beaucoup de pays. Et est-ce que finalement, les révisions en baisse sur 2023 et les plus bas sur les PE, c'est très très bien. Mais est-ce que la grosse vague et la grosse déferlante, elle ne pourrait pas venir de ces montants de dette qui font très très peur et de ces taux qui remontent très fort et qui vont mettre les États dans des situation très délicate. Alors, ça pourrait peut-être accélérer l'intégration budgétaire européenne, par exemple, parce que si on agrège les dettes, ça irait un peu mieux. Et moi, j'ai un peu le sentiment que le whatever it takes de Draghi, demain, il nous ressort une phrase de Lagarde, nous sort un truc comme ça, le marché n'y croira pas, quoi. Donc, sur ce que vous dites, moi, je suis… Donc, quand je vois urgence marché, tous ces sujets-là, je me demande, voilà. Alors, moi, je suis d'accord avec… c'est des risques, mais nous, en fait, notre façon de gérer, c'est de dire il n'y a pas un scénario.
Il y a toujours 10 scénarios possibles. Donc, oui, il peut y avoir une crise financière très dure, c'est possible. Factuellement, c'est vrai que la situation n'est pas simple, qu'il y a beaucoup de dettes. C'est vrai que les taux remontent. C'est vrai que les patrons de banques centrales qu'on a de chaque côté de l'Atlantique sont pas les meilleurs. Voilà, c'est vrai que Christine Lagarde, c'est pas Mario Draghi. Je suis d'accord avec vous. Si elle doit rassurer les marchés demain, elle n'aura pas du tout la même présence. Donc, il y a beaucoup de choses possibles. Après, d'abord, soyons un peu positifs. Le pire n'est jamais certain, quand même. Oui, et puis, nous, on essaie de trouver des choses qui nous paraissent faire du sens en tant qu'investissement dans un ensemble de scénarios. On ne joue pas du tout à un seul scénario macro. Une de nos lignes les plus importantes du fonds, c'est Unilever, par exemple. Bon, Unilever nous sert un dividende supérieur à 4%. Elle n'a jamais servi un dividende aussi élevé. Elle n'a jamais coupé son dividende en 150 ans. Alors, le dossier est un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais voilà, on pense qu'il y a dans les marchés, il y a toujours des choses intéressantes à faire. Simplement, il ne faut pas s'exposer aux risques les plus importants. C'est-à-dire que les marchés, c'est un peu comme la mer. Et si vous êtes avec votre bateau, vous pouvez naviguer, mais ce n'est pas le moment d'être là. Effectivement, ce n'est pas le moment d'être toute voile dehors. Mais ce n'est pas le moment non plus de rester au port et de ne pas bouger. Il y a un entre-deux qui nous paraît plus capable de générer de la performance à moyen terme. D'accord. Bon, en tout cas, moi, l'idée, c'est de me dire sur les 2 prochaines années où mettre mon cash pour préserver mes actifs, en fait, et pour pas trop perdre, sachant que quand on a vécu, on a traversé la crise de l'euro et on avait des belles boîtes en portefeuille. Et mine de rien, bon, on s'est quand même fait sérieusement secouer. Toujours, c'est une question. Le rendement, je valide, hein, je suis d'accord, mais bon. C'est toujours une question de valorisation. Donc, nous, la chose qu'on regarde le plus, c'est le prix. Quand on paye des prix un peu élevés, et en 2012, il y avait des boîtes qui étaient un peu élevées en sortant de la crise de 2008. Et quand on paye des choses élevées, on prend toujours beaucoup plus de risques. Donc, il faut être très vigilant sur le prix. Et puis après, essayer de bien comprendre ces business models. Ce qui veut dire que nous, il y a plein de choses qu'on ne regarde pas parce qu'on ne comprend pas les business models. On pense qu'on n'a pas la compétence. Je vois beaucoup de gens qui s'excitent sur le cloud en trouvant ça très bien. C'est vrai que ça a l'air très bien, mais pour comprendre exactement ce que fait une boîte de cloud de l'extérieur, quand vous n'êtes pas ingénieur software avec 15 ans d'expérience, c'est très difficile. Donc, nous, notre réponse, c'est de ne pas y toucher. Vous savez ce que vous faites pour comprendre une boîte d'iCloud? C'est ce que j'ai fait récemment. Je suis allé à Salon Porte de Versailles. Il y avait plein de boîtes de cloud et des filiales de sociétés américaines, de la Silicon Valley. Et en fait, les 2 sujets dont elle me parlait, c'est les serveurs, elles ne sont plus livrés à cause des problématiques de logistique. Premier point. Donc, c'est pour ça que ça te tangue bien. Et deuxio, impossibilité de trouver des gens pour les installer. Alors, Henri-Jean, moi, je suis d'accord avec ça. Mais moi, je suis resté un peu plus prosaïque, on va dire. Et moi, je vais essayer de comprendre les valeurs. Et je vois, par exemple, alors, ce n'est pas exactement du cloud, mais une boîte comme Salesforce, qui pèse quand même 170 milliards de dollars, qui prenait 10% tout à l'heure parce qu'elle a sorti ses résultats. Bon, à votre avis, combien est-ce qu'une boîte… On est dans le massacre sur le Nasdaq, hein, donc ça fait très mal, ça fait peur, et donc tout devrait valoir très peu cher. Combien est-ce qu'une boîte qui vaut aujourd'hui 170 milliards de dollars a gagné sur ce trimestre? Non, mais je suis d'accord. Mais à votre avis, elle a gagné combien? Je ne sais pas, elle a même perdu de l'argent. Elle a gagné 20 millions de dollars. Voilà. Voilà. Donc, on est quand même toujours… C'est pas terminé. Et ce n'est pas juste ce trimestre. Tous les trimestres sur les dernières 5 ans, en moyenne, ils ont gagné à peu près 0. Ils n'ont jamais dégagé $1 de revenu. Donc, moi, je pense que tout ce cycle-là, qui a été exacerbé par le Covid à la réponse des banques centrales, mais qui dure depuis longtemps, d'accord ? Je pense qu'il ne durera pas, qu'il va falloir qu'il s'arrête à un moment, et je pense qu'on est beaucoup plus proche de la fin que du début. Est-ce qu'on a d'autres questions? Existe-t-il une shortlist de sociétés avec des PER de 15 qui peuvent être considérées comme saines? Merci Henri-Jean. Alors, on n'a pas vraiment de shortlist en regardant uniquement les PE, parce que le problème, c'est que c'est un peu réducteur.
Donc, c'est vrai que le PE est un facteur très important, mais évidemment, tout dépend de la pérennité du E, d'accord, et de est-ce qu'il va croître, est-ce qu'il va rester stable ou est-ce qu'il va baisser. Donc, on n'a pas de shortlist elle-même. Nous, on essaie de… Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous marquer. Une société comme BioNTech, aujourd'hui, le fabricant de vaccins que tout le monde connaît, doit avoir un PE, si je le recalcule de tête, autour de 5, de 4. Donc, il est voilà, ultra bas. Est-ce que c'est forcément pour ça qu'il faut l'acheter? On ne sait pas, parce que toute la question, c'est est-ce qu'on va continuer à avoir des vaccins régulièrement ou pas? Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'avec l'argent énorme qu'a gagné BioNTech, ils vont réussir à développer de nouvelles technologies mRNA pour d'autres choses? Donc, il y a toujours plein de réponses différentes. Et donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Nous, on nous dit qu'on a un portefeuille concentré avec peu de lignes. Très sincèrement, les lignes qu'on a, c'est les seules qu'on a trouvées. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé 30 bonnes idées et puis on n'a pris que 10. On a trouvé 10 idées et c'est les 10 seules qu'on ait. On n'en a pas d'autres sous le coude. Si on en avait, on préférerait en prendre plus parce que ça fait moins de risques sur une seule ligne. Mais c'est difficile d'en trouver beaucoup. Donc, je ne pense pas que ce soit qu'il y ait de réponse simple. Je pense qu'en Europe, c'est encore moins vrai parce que le marché est beaucoup plus corrélé. Les actions européennes se suivent beaucoup plus les unes avec les autres. Donc, il y a un peu moins d'écart. Aux États-Unis, il y a un peu plus de dispersion. Donc, on peut trouver des choses un peu plus intéressantes. Mais il faut bien regarder. Généralement, quand le PE n'est pas très cher, c'est peut-être qu'il y a un problème sur la pérennité à long terme de ce E. Donc, on n'a pas de réponse toute faite. Alors, est-ce que peut-être que vous avez d'autres questions par écrit ou par oral? N'hésitez pas. Pierre-Alexandre. Une petite question de ma part. Bonsoir Charles. Bonsoir. Ça va? Très bien. Le 4 mai dernier, quand je reprends mes notes, vous nous dites que vous avez 15% d'exposition net action. Ouais. Ce soir, vous nous dites que vous avez 5%, avec toujours le même niveau de couverture de 25%. Donc, un petit calcul très simple me fait dire que vous êtes passé de 40 à 30% en exposition brute. Est-ce que vous pouvez rentrer un tout petit peu dans le détail de c'est quoi? C'est vous avez coupé des positions à un moment donné parce que des titres sur lesquels vous pensez que ça valait 100 et qui sont à 80 sont passés à 70 et vous avez préféré les couper? Est-ce que c'est parce que c'est remonté à 100 et vous avez pris votre gain et vous êtes sorti? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément d'explication sur cette exposition brute? Et j'ai une deuxième petite question, vous nous avez parlé aussi de votre stratégie d'avoir des expositions sur le merger arbitrage et notamment vous avez parlé de Twitter et d'Activision. Je voulais juste savoir où est-ce que ça en était, quelles étaient les dernières nouvelles. Est-ce que vous avez toujours ces positions en portefeuille? D'accord. Alors, première question. Nous, en fait, donc notre stratégie, c'est vraiment le 80-100, essayer de trouver quelque chose qui vaut 100 et qu'on achète à 80. Mais ce 100 évolue en fonction du temps. Donc, un exemple d'une des lignes qu'on avait, c'était Levi's, les jeans Levi's, voilà, qui n'étaient pas très chers, qui étaient un peu douces, donc c'était inférieur à 15. Et la famille détient une partie importante du capital, donc on a un alignement d'intérêts. Et nous, on pense que post-Covid, le commerce est devenu beaucoup plus online. Et donc, on est un peu perdu en tant qu'utilisateur. Si vous essayez d'acheter un jean juste sur Amazon sans mettre de marque, vous vous retrouvez avec un pantalon que vous pouvez mettre à votre chien, en gros, c'est pas possible. Donc, in fine, les vieilles marques reprennent beaucoup plus de force de frappe parce que vous vous retrouvez à acheter le truc que vous connaissez. Donc ça, c'est notre thèse sur Levi's. Pourquoi est-ce qu'on change et pourquoi est-ce qu'on sort? Alors, on a pris une toute petite perte de, je crois, 3%, parce qu'on a vu arriver les résultats de Target, donc une des plus grosses chaînes de supermarchés aux États-Unis. Et Target a sorti des résultats épouvantables, alors que Target est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Brian Cornell, qui est un très bon patron, qui est arrivé il y a 5 ans pour l'adresser, et qui l'a dit, eh ben, en fait, on prend une paume importante parce qu'on a commandé plein de frigidaires, écrans de télé et de vêtements et que les gens ne sont pas venus les acheter et qu'on a dû les mettre en solde pour les sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chocs ou les changements de business model que la pandémie a amené et les réponses des gouvernements à la pandémie ont amené, c'est-à-dire les gens n'ont pas fait de voyage, pas de restaurant, donc ils avaient plus d'argent, et puis le gouvernement leur a donné de l'argent,
Et donc, ça a fait des chocs des changements sur le business model. Et peut-être que l'argent que Levi's a gagné sur cette jeans en 2021, ce n'est pas du tout certain qu'il le gagne en 2022. Et donc, nous, on s'est dit, le dossier devient beaucoup plus incertain pour nous. On ne sait pas exactement où ça va aller et on préfère ressortir. Parce que dans le contexte d'aujourd'hui, on a très peur, à un moment, les choses partent en bas violemment. On veut garder des choses que dont on soit sûr. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur Levi's. On a réduit là récemment les positions qu'on avait, en l'occurrence sur BioNTech et sur Pfizer. Donc on aime beaucoup BioNTech et Pfizer. On a gagné beaucoup d'argent avec Pfizer parce qu'à force de lire beaucoup de choses sur le Covid à partir de janvier 2020, on avait vu que les vaccins étaient quelque chose de beaucoup plus probable que ne le pensait le marché. Donc on est rentré un peu avant les vaccins. Et puis aujourd'hui, une société comme BioNTech, dont je parlais à l'instant, a une valorisation très importante. Mais on a un petit peu peur qu'il y ait un trou d'air à un moment où les gens se disent finalement, il n'y a plus de Covid. Là, j'étais en train de regarder juste avant le début du webinaire les statistiques d'ouverture de restaurants aux États-Unis. Au mois d'avril, on était toujours un peu plus bas que 2019, d'accord, sur le trafic. Et puis là, on vient de repasser au-dessus. Donc, les gens sont passés post-Covid, même s'il y a un Covid qui est toujours relativement important aux États-Unis et qui se développe. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a 80% de chances qu'on n'en ait pas fini avec le Covid. Il y a un spécialiste que j'aime beaucoup qui s'appelle le docteur Osterholm, qui est aux États-Unis, que je suis, qui fait une émission par semaine qui dure 3/4 d'heure et que j'ai écouté religieusement depuis 2 ans, qui dit qu'il est à peu près certain qu'on n'en a pas fini. Mais on pense qu'il y a une possibilité que pendant l'été, les gens oublient un peu le Covid et que s'il y a un trou d'air sur le marché, ça vient impacter notre performance parce qu'on avait et Pfizer et BioNTech, donc l'ensemble de notre position Covid, on va dire, représentait 10% du fonds, ce qui était beaucoup. Donc, quand le contexte global pour nous est assez dangereux, on préfère réduire les voiles si notre conviction baisse un tout petit peu. J'ai oublié la deuxième question. Sur les positions sur Twitter et Activision, sur les petites positions, je vais dire tactiques. Twitter et Activision, d'accord. Donc, merger arbitrage. Alors, je réexplique très brièvement pour que ceux qui ne connaissent pas voient ce que c'est. Quand une société en rachète une autre, ou quand une société est rachetée en bourse, on a une société valorise à son cours de bourse à 60, mettons, et quelqu'un vient arriver et dit « je l'achète à 100 ». Généralement, ce qui se passe, c'est qu'elle monte tout de suite, mais elle ne monte pas à 100, elle monte à 90 ou 95 ou 85. Et puis là, tous les gens qui ont gagné beaucoup d'argent vendent et les gens qui rentrent viennent à ce moment-là racheter et faire le petit bout de chemin qui reste. C'est une stratégie que Warren Buffett a fait depuis très longtemps. Donc, nous, on est rentré faire ça avec Activision, donc, qui doit être acheté $95 par Microsoft et qui cote 78 à peu près. Mais alors qui cote un peu moins parce que est-ce que l'antitrust viendra ou pas ennuyer Activision, viendra bloquer ou pas Microsoft? Et la deuxième stratégie, c'était donc Twitter avec Elon Musk. Est-ce qu'Elon Musk rachètera Twitter $54? Alors, on a fait un premier tour sur Twitter, on a gagné de l'argent, je crois à peu près $400 000. On est ressorti rapidement, donc on a joué un petit peu entre les deux. On n'a pas joué jusqu'au bout. Le prix est dû passer de mémoire de tête de $47 à $51. Donc on n'a pas joué les $3 qui restaient, qui sont un peu plus techniques. Et puis l'action est volatile. Elon Musk est Elon Musk, il tweet à tort et à travers toutes les 5 minutes. Donc l'action de Twitter est redescendue. On a remis en place une position. Et là, Elon Musk est venu sortir finalement son fameux papier là en disant qu'il y avait trop de faux comptes et que voilà, donc là, tout le monde a pris peur et tout le monde s'est dit il ne fera pas l'opération. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait sur ça? On a bien relu en détail le contrat de Twitter et bien le contrat d'acquisition de Twitter. Et en fait, Elon Musk est peut-être l'homme le plus riche du monde, mais il a très mauvaise réputation. Il a eu plusieurs démêlés avec la SEC. Et donc, résultat, les avocats de Twitter, quand ils l'ont vu arriver, ils ont mis un contrat où il est quand même très engagé. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de provisions qui ne sont pas généralement dans ce type de contrat et qui sont là. Donc, par exemple, quand vous lisez dans la presse que Elon Musk peut payer $1 milliard, qui est le montant qu'il devrait payer comme indemnité forfaitaire, et sortir du deal, ça c'est faux. C'est-à-dire que s'il sort du deal, il devra tout de suite payer le $1 milliard et il sera attaqué en justice et il devra payer un certain nombre de milliards de dollars supplémentaires pour régler le contentieux. Donc, cela dit, ce qui nous ennuie dans cette stratégie,
c'est le contexte global. C'est que si à un moment tout s'effondre, parce que le comportement de Musk, il a été dicté par une seule chose, c'est la baisse du Nasdaq en fait. Comme tout a baissé, il s'est dit merde, je paye trop cher, je vais essayer de gratter quelque chose. Exactement, il a repris le playbook de Bernard Arnault avec Tiffany pendant le Covid. Quand le Covid a explosé, Bernard Arnault est arrivé et a dit on ne veut plus racheter Tiffany, c'est très mal géré, c'est affreux, voilà. Alors, cela dit, c'est du droit américain, c'est assez dur, d'accord. Et donc, finalement, LVMH a bien dû acheter Tiffany avec un prix de réduction de 3%. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, on pense que la situation est un petit peu la même, mais comme l'a dit tout à l'heure Henri Jean, et c'est vrai, si un marché, on est dans un contexte extrêmement particulier, on a vu des choses très bizarres dans ces marchés, et donc, on a un peu peur du contexte global. Donc, Twitter, on ne va pas rester très longtemps. Donc, depuis les plus bas, c'est beaucoup remonté parce qu'en même temps, il est quand même un peu tenu. Ses avocats lui ont dit il faut que tu achètes. Donc, il a ressorti officiellement auprès de la SEC un nouveau plan de financement. Donc, on pense que la probabilité qu'il achète soit importante. Mais notre sentiment sur ça, c'est un peu le même qui nous a amené à réduire nos positions. C'est que nous, on pense que les nuages s'assombrissent de jour en jour, qu'on peut avoir un trou d'air à chaque moment. Il y a eu dans les semaines précédentes, nous, généralement, on essaie d'éteindre nos écrans vers 19h pour que chacun ait du temps pour respirer et prendre un peu de recul. Mais dans les dernières semaines, il y a eu plusieurs fois, on s'est dit, on met une permanence. Il y en a un de nous, des 3 gérants qui suit les marchés parce que ça peut craquer. Voilà, il peut y avoir un moment où il y a un vrai grand trou d'air parce que la structure de ces marchés est aussi pas la même qu'avant. La gestion passive qui a pris une place énorme amène des risques qu'on ne connaît pas forcément. Comme le disait Max tout à l'heure, on a vu dans les marchés des dernières années des choses qu'on n'avait jamais vues. Un marché comme le LME, là, sur les questions sur les métaux tout à l'heure, le London Metal Exchange, qui est un des marchés les plus vieux du monde, je crois que c'était sur le nickel, a fermé le marché du nickel et a dit que toutes les opérations qui étaient faites genre 6 heures auparavant étaient annulées, ce qui n'était jamais arrivé en fait. Normalement, toutes les opérations, c'est quand le marché fermait, à partir de là, on ne pouvait plus traiter, mais les opérations faites avant étaient forcément honorées. Là, il a dit non, elles sont annulées. Donc, on voit ces comportements-là, tous ces petits signaux, le flash crash dont disait Max, qui sont des signaux un peu de fragilité. Donc, nous, on dit il faut faire très attention parce que tous ces signaux-là, tout le monde s'en fout juste au moment où il y a un gros trou d'air et tout à coup, on découvre qu'il y avait un risque et qu'on ne l'avait pas vu. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait prendre dans Lehman Brothers, par exemple, qui pouvaient gagner ça s'ils restaient chez Lehman Brothers et qui ont perdu tout ça parce qu'ils n'étaient pas assez imaginatifs sur le risque. Donc, on reste très prudent. C'est ça qui nous amène un petit peu à réduire. Donc, en réponse concrète, on a vendu nos Activision à peu près au prix où on était rentré. Et nos Twitter, on pense que là, la marge est assez basse, que notre ami Musk, là, qui nous fatigue un petit peu, pour être tout à fait objectif, à suivre sur ses tweets, va finir, essayer de faire une négociation et qu'on pense que la négociation va sortir. Voilà, donc le prix va remonter sur ça et qu'on aura une opportunité de sortir nos titres et qu'après, on ne jouera plus avec Elon Musk parce qu'intellectuellement, c'est fatigant. Quand le patron je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais quand le patron de Twitter lui envoie ses explications sur les comptes un peu techniques dedans et qu'il lui répond en lui envoyant le symbole d'une crotte dans son truc, c'est rigolo, mais moi ça m'amuse 5 minutes, quoi. Superbe. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez encore quelques petites questions? Peut-être soit par écrit, soit par oral. Sinon, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Alors, déjà, bon, en attendant peut-être une question éventuelle, avant de clôturer ce webinaire, qui j'espère vous a plu, hein, 2 petites choses à vous dire. Premièrement, bonne nouvelle pour ceux qui nous connaissent, on est donc référencé chez Cardif et Generali, et on vient d'arriver également chez AXA. Donc voilà, une nouvelle porte s'est ouverte. Et deuxièmement, si vous avez aimé ce webinaire et que vous voulez le partager autour de vous, on aura un replay qui sera disponible sur notre site dans quelques jours. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit après le webinaire, on se fera un plaisir d'y répondre par email ou au téléphone. Donc, je pense qu'on est bon puisque je n'ai pas vu d'autres questions arriver. Maximilien, tu voulais reprendre la parole? Oui, alors juste pour couper la bonne nouvelle, on est effectivement arrivé chez AXA et j'espère, voilà, on est passé en comité de référencement chez Swiss Life. Donc, ça pourrait être live d'ici peu, j'espère. Voilà.
Donc, Voilà. pour donner encore un peu plus de couleur. Bon, bien, écoutez, on vous souhaite. Ah, j'ai vu. Excellent, merci beaucoup. Voilà, clair et efficace. Merci Bah, écoutez, beaucoup. on est ravis. Merci Bravo à vous, beaucoup. c'est mérité. Merci à tous. Merci Ouais. à vous tous. Bonne soirée, au revoir. Excellente Merci. À bientôt, en soirée. tout cas. Très Au revoir. bonne soirée. Au Merci. revoir. Au revoir. À Merci bientôt, Serge. Au revoir.